Charles Guillemet, bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans le cadre de Surfing Bitcoin 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Salut Antoine, merci de m'avoir invité, c'est super sympa. Écoute, je suis ravi de te recevoir parce que tu es quelqu'un qui a de grandes connaissances techniques dans le fonctionnement d'une blockchain, des cryptos. Donc il y a plein de sujets à aborder à ce niveau-là. Et puis tu travailles pour Ledger, on va en parler. Ledger qui a eu une actualité assez riche ces derniers mois. Donc c'est l'occasion de revenir sur tout ça. Dans un premier temps, bon, tout le monde connaît Ledger, je pense qu'on ne va pas passer trop de temps à expliquer de quoi il s'agit, mais peut-être qu'on te connaît un peu moins, ou en tout cas sur notre chaîne. Donc est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours et comment tu en es arrivé à devenir CTO au sein de Ledger? Yes, donc ouais, Charles Guillemet, moi je suis le CTO de Ledger, donc CTO c'est Chief Technology Officer, donc je m'occupe vraiment de toute la partie technologie de Ledger, que ce soit les sujets de sécurité, qui est un petit peu le sujet favori de Ledger, les sujets d'engineering, d'infrastructure, d'architecture, d'innovation, bref, vraiment toute la technologie au sens large. Mon parcours, c'est la cryptographie et la sécurité, c'est vraiment le fil rouge de ma vie, ma carrière, mais ma vie en fait. J'ai commencé là-dessus quand j'avais 12 ans. À l'époque, quand j'ai eu un ordinateur, les premières choses que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre comment ça marchait et de voir si on ne pouvait pas aller hacker. J'étais un petit peu un hacker en herbe à l'époque. Donc de l'autre côté, un petit peu, t'es du côté de la sécurisation. À l'époque, tu étais un peu... En fait, quand tu travailles dans la sécurité, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi. Et d'ailleurs, dans ma carrière, j'ai fait les deux. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt hacker, entre guillemets. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler, j'ai plutôt travaillé à développer des solutions de sécurité basées sur du hardware, des Secure Elements, pas mal travaillé là-dessus. Ensuite, j'ai rejoint un labo d'évaluation sécuritaire. Donc là, typiquement, tous les dispositifs type carte bancaire, passeport, etc., ils doivent passer des évaluations de sécurité pour arriver sur le marché. Et donc, je faisais partie d'un des labos français qui est accrédité par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et j'étais en charge ensuite de ce lab. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai rejoint Ledger fin 2017. Donc ça commence à faire un petit peu maintenant. À l'échelle des cryptos, d'autant plus, ouais. Encore plus à l'échelle des cryptos, ouais. Et à l'époque, on était une quarantaine à Ledger. Et quand je suis arrivé, ma mission, c'était de créer le département sécurité de Ledger. Et j'ai créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Donjon, donc un peu notre équipe de recherche en sécurité, dont la mission principale, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la sécurité de nos produits. Et donc, ce qu'ils font au jour le jour, c'est d'essayer de casser nos solutions. On revient vraiment au truc, tu vois, pour être pertinent en sécurité, il faut vraiment avoir aussi l'esprit... Backtester constamment. Backtester, exactement. Donc, c'est vraiment ce que fait le Donjon. Donc, j'ai créé cette équipe. Ensuite, j'ai créé une équipe autour de la certification de nos produits. Ça, c'est un peu un truc qui nous différencie Ledger par rapport à d'autres acteurs, c'est que nos produits sont certifiés. On pense que ça donne davantage de garanties, de confiance, en tout cas, à nos clients. Et je suis devenu... Qu'est-ce que tu entends par certifié, excuse-moi? C'est un label? Donc, c'est des certifications de sécurité qui sont délivrées par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est une agence étatique et en fait, elle accrédite différents labos en France. Bon, il y a le même schéma un petit peu en Europe et qui a une reconnaissance mondiale aussi, donc qui s'appelle les critères communs. Et nous, on utilise un schéma un petit peu différent qui est plus orienté français-Europe. Qui s'appelle les CSPN, donc c'est les certifications de sécurité de premier niveau. Et donc en gros, on travaille avec un labo indépendant, on le paye et il passe plusieurs semaines à évaluer la sécurité de nos produits en fonction d'une cible de sécurité qu'on a définie. Donc on a dit les propriétés de sécurité qu'on attend de notre produit, c'est ça, 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 ça. Il passe donc plusieurs semaines à vérifier si les propriétés de sécurité qu'on avance, elles sont vérifiées, si on n'arrive pas à les bypasser en attaquant le produit, etc. Et si à la fin de cette évaluation, tout est OK, le labo émet un rapport d'évaluation donnant un avis favorable ou défavorable à la certification. Ils envoient ce rapport à l'ANSSI et l'ANSSI émet la certification ou non en fonction des résultats d'évaluation. OK. Donc ça c'est vraiment donc c'est pas mal de travail pour nous parce qu'il y a toute une partie de paperasse parce qu'il faut définir toutes ces fonctions de sécurité. Il y a tout un formalisme à faire, quoi. On travaille avec le lab, ensuite on paye le lab et ensuite on obtient la certification ou non. Et donc là pour tous nos produits qu'on a à Ledger, les produits hardware et les produits B2B, on est passé à travers ces schémas d'évaluation et on a des certifications. Donc, nos produits sont certifiés de sécurité. Ok.
Donc j'ai mis ça en place au début que j'ai rejoint Ledger et je pense que c'est début 2019 que je suis devenu CTO. À l'époque, on était dans un bear market un petit peu comme aujourd'hui. Ouais, on réorganisait un petit peu l'entreprise et donc c'est là que j'ai pris ce poste. Et ensuite, donc on a traversé un petit peu le désert comme tout le monde dans l'écosystème et on a suivi ensuite les périodes d'hypercroissance et on est passé donc dans la tech on était une quarantaine, cinquantaine je pense et aujourd'hui on est presque 300 ou autour de 300 disons. Okay, donc croissance impressionnante. Beaucoup de croissance pendant 2020, 2021, 2022 et puis après mi-2022 on a un petit peu arrêté d'hypercroître. Et typiquement, moi personnellement, j'ai tendance un peu à préférer ces périodes plus calmes. Dans le sens où, effectivement, quand on est en bull market, il y a beaucoup d'euphorie, on est très excité, il y a plein de projets, plein d'idées. Mais au final, quand on travaille dedans, c'est un petit peu dur de se concentrer, tu vois. Parce que justement, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui ont plein d'idées. Et on passe beaucoup de temps à grossir. Et grossir, c'est déjà un travail en tant que tel, quoi. Il faut mettre en place un process de recrutement, être sûr qu'on recrute les bons, organiser les équipes, etc. Donc ça, c'est beaucoup. Il y a sans doute moins de temps à consacrer à la technique. Exactement. Et du coup, on a beaucoup moins de temps. Exactement. On a beaucoup moins de temps. Surfer sur exactement. Et du coup, c'est les périodes de bear, un petit peu, d'un point de vue travail, on a plus de temps pour se focus sur, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important et quels sont les sujets sur lesquels il faut qu'on travaille pour préparer le prochain bull dans lequel on va avoir moins de temps pour travailler, entre guillemets, quoi. Bon, du coup, je pense que c'est un point commun de pas mal de boîtes de l'écosystème. Nous, en tant que médias, c'est aussi un sujet. Alors, dans une autre mesure, évidemment, on a moins de recherche que vous, mais c'est vrai que bon, dans l'euphorie des bull market plutôt, il faut couvrir l'actualité, il faut être sur le dernier sujet, etc. en tant que média. Et c'est vrai que le bear market, même s'il est difficile à vivre, il permet de recentrer sur les choses, et de creuser, la roadmap, etc. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ok, très clair. Écoute, on a dit que l'actualité de Ledger avait été très riche. Vous avez lancé cette année, je crois, Ledger Stacks, qui est un nouveau support. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, dire quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que ça apporte? Tout à fait. Alors, donc, on a développé avec Tony Fadell, donc Tony Fadell qui est l'inventeur de l'iPod et un des pères de l'iPhone, qui était chez Apple, etc. Et il a pas mal travaillé avec nous justement pour designer Stacks. Et en gros, il a vraiment été en charge d'améliorer l'UX, etc. Pendant que nous, on a amené vraiment la vraie pierre de sécurité. Ça reste ce qu'on offre en premier. Et du coup, on est toujours dans ce dilemme, qui n'est pas vraiment un dilemme, mais d'avoir une grande sécurité et d'avoir une bonne UX. Et jusqu'à maintenant, on était très focus sur la sécurité. Donc, quand tu vois les NanoOS, NanoX, NanoS+, etc., c'est des vrais produits de sécurité. Et il y a deux boutons. Bon, et par contre, en termes de UX, effectivement, ils sont un peu simples. Voilà. Après, ils font une chose, ils le font bien, et ils sont simples. Et du coup, avec Stacks, ce qu'on veut faire, c'est garder le même niveau de sécurité et améliorer l'UX. Et c'est vraiment tout le travail qui a eu lieu donc, avec Tony Fadell, ses équipes, nos équipes produits. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, hein, ce n'est pas juste Tony Fadell, évidemment. Et les équipes techniques qui apportent vraiment la pierre de sécurité. Et donc, c'est un device qui a une... C'est dommage, j'en ai pas un sur moi, qui a une forme de carte de crédit, un petit peu plus épais, avec un écran e-ink et donc un écran e-ink tactile. Donc en termes d'UX, déjà, pour rentrer ton PIN, tu mets 1 seconde au lieu de 10. Et en termes de ce qu'on peut afficher sur l'écran, vu que l'écran est quand même beaucoup plus grand, donc on peut mettre des jolis boutons, etc. Quand il s'agit juste de faire une transaction Bitcoin, à la limite, un NanoS, ça marche très bien. Et tu as 3 écrans pour valider ta transaction. Mais quand il s'agit de faire une interaction smart contract un petit peu complexe où tu vas faire du lending, etc., et là, directement sur NanoS, c'est vite limité et tu as vite plus de mal à comprendre ce que tu fais. Et du coup, c'est aussi ça que Stacks ça apporte, étant donné que tu as un plus gros écran et des boutons tactiles, etc. Tu es en plus en capacité de bien comprendre ce que tu es en train de faire. Voilà l'idée derrière Stacks. Et il y a aussi le côté e-ink qui est assez intéressant. Quand on l'a en main, vraiment, il y a une espèce d'effet waouh, parce que
à première vue, on n'a pas l'impression que c'est un écran. Et dès qu'il commence à s'animer, là, il y a un vrai effet. J'ai pas eu l'occasion d'en voir malheureusement, donc j'aimerais bien voir ça. Mais ouais. Voilà. Okay. Donc on a annoncé ça en juin. On a fait un petit peu des précommandes en janvier. On a fait des précommandes ce début d'année. Et puis là, on a arrêté les précommandes. On est vraiment dans la phase où il faut qu'on scale toute la partie manufacturing. Qui est pas si simple, puisque quand tu construis, quand tu fabriques, je sais pas, 1000 devices, 10 000 devices, c'est pas simple, mais c'est une question. Quand il faut manufacturer des centaines de milliers, voire des millions de devices par mois ou an, là, il y a des vrais challenges qu'il faut aborder. Là, on est vraiment sur cette phase d'industrialisation et de ramp-up, vraiment d'accélérer, disons, nos capacités de production. Ok. Écoute, très clair pour Ledger Stacks. Une des autres actualités de l'année, ça a été le lancement de Ledger Recover, qui a fait beaucoup parler, on va y revenir. Mais grosso modo, est-ce que tu peux déjà commencer le plus simplement possible? Je sais que c'est une lourde tâche. Essayer d'expliquer comment fonctionne en fait un hardware wallet. Ouais. Rapidement, et puis ensuite nous expliquer un petit peu ce qu'apporte en plus Ledger Recover. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi je trouve qu'il est vraiment intéressant dans la crypto, dans les technologies blockchain, c'est qu'on a vraiment l'opportunité d'être vraiment possesseur de sa valeur. Et ça, c'est un vrai shift. C'est votre proposition de valeur finalement pour moi, c'est la proposition de valeur de la blockchain de Bitcoin. En fait. Je pense que quand tu as des Bitcoins sur Coinbase ou sur Revolut, en fait, t'es pas du tout tu possèdes des bitcoins comme si tu possédais des stocks ou on revient des actions. À un système presque bancaire en fait. Exactement, on est dans ce même paradigme, mais en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur de posséder des bitcoins via Coinbase. En fait, tu les possèdes pas vraiment, tu dois demander la permission. Ce qui est vraiment fort dans cette révolution de bitcoin et des cryptos en général, c'est le fait que tu peux être vraiment possesseur et personne ne peut te nier ce droit en fait. Et pour pouvoir être vraiment possesseur, tu as besoin d'avoir la connaissance de ta clé privée et de ton matériel cryptographique qui va te permettre de faire des transactions. Et du coup, ce changement de paradigme fait que tu as la responsabilité de cette clé. Si jamais tu la perds, tu perds tes cryptos. Si jamais tu signes une mauvaise transaction, c'est pareil, tu ne peux pas annuler ce qui s'est passé. Et du coup, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et du coup, ce qu'on vend, ce qu'on offre, c'est une solution technologique pour faciliter cet accès, cette garde, et pour les sécuriser, pour sécuriser tes fonds. Et donc comment ça fonctionne? Donc, quand tu reçois ton hardware wallet, donc il est vierge dedans au début, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas générer une nouvelle clé, ce qu'on appelle la seed recovery phrase, qu'on peut mettre sous forme de 24 mots qui sont générés aléatoirement. Et ces 24 mots, tu vas les écrire sur un bout de papier ou tu vas les mettre sur un crypto-style, sur le support que ton choix, en tout cas un truc qui n'est pas digital. Exactement. Et tu vas les ranger dans un endroit safe. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser ton device pour recevoir des fonds, envoyer des fonds de manière très sécurisée. Et tes 24 mots sont à l'intérieur du device, sont à l'intérieur du secure element qu'il y a dans le device. Si jamais tu perds ton device ou si jamais tu perds ton PIN, donc il y a aussi un PIN, tu vas choisir ton PIN, de sorte que si quelqu'un vole ton device, il ne peut pas non plus signer pour toi. Si tu fais 3 PIN faux, du coup le device il est erased, il est complètement annulé. Et du coup, pour pouvoir retrouver l'accès à tes fonds, ce que tu vas devoir faire, c'est récupérer tes 24 mots que tu as stockés de manière sécurisée, et soit les remettre à l'intérieur du device, ou soit avec un autre wallet compatible. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment fonctionne un hardware wallet. Et quand on réfléchit à tout ça, on se dit c'est quand même pas si simple, ces 24 mots, qu'est-ce que c'est? Nous, on est un petit peu dans l'écosystème, on comprend bien, on a déjà passé ces étapes. Et pour Madame Michu, c'est peut-être... Et pour Madame Michu, moi je pense souvent à ma mère quand je lui explique ce que je fais. Là, mais c'est quoi ces 24 mots? J'en fais quoi? Je les mets où? Etc. Et en fait, nous, on s'est dit, on veut améliorer l'UX, ce que je disais tout à l'heure. Donc, notre proposition de valeur, c'est la sécurité. Mais comment on fait pour améliorer l'UX le plus possible, tout en gardant le même niveau de sécurité? Et c'est là qu'on a pensé à ce service, Ledger Recover, dont l'idée principale, c'est de se dire, OK, les 24 mots que tu écris sur un bout de papier, peut-être que tu n'as plus envie d'avoir cette responsabilité et que tu as envie d'avoir un système avec lequel tu as plus l'habitude d'interagir, qui est un ou des tiers de confiance qui vont stocker tes 24 mots de manière sécurisée pour toi, de telle sorte que le jour où tu as perdu ton device ou tu l'as mis à la machine à laver, il résiste assez bien à la machine à laver, mais évitez quand même. T'as essayé? C'est déjà arrivé, oui. Et du coup, tu retournes
retournes sur ce service-là, tu passes tous les KYC, toute l'identification qui va bien pour pouvoir retrouver accès à tes 24 mots. Voilà, ça c'est vraiment la philosophie de faire en sorte que les nouveaux entrants, ils aient beaucoup moins à se soucier de ces 24 mots et qu'ils aient une solution qui est plus basée sur leur identité pour retrouver accès à leurs 24 mots. Alors, on a vu, les réseaux sociaux, c'est souvent une éco-chambre qui ne représente pas obligatoirement le grand public et la demande, mais on a vu pas mal de critiques être émises à propos de cette solution. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, en tout cas ce que tu en as retiré, et comment tu as vécu cette période, et quelles leçons est-ce que tu en tires en fait finalement? Alors bon, peut-être je peux commencer par comment j'ai vécu cette période. Ça n'a pas été très long, ça durait seulement quelques jours, mais j'avoue que c'est quand même assez violent d'avoir une grosse partie de la communauté qui tout d'un coup montre pas mal de déception, de haine envers Ledger. Donc ça c'est vrai que c'est un peu difficile. Bon, après, si on prend un peu de recul, on se dit qui aime bien châtie bien ou quelque chose comme ça. En fait, si les gens se foutaient de Ledger, ils n'auraient pas des réactions aussi épidermiques. C'est qu'il y a des attentes en fait. C'est qu'il y a des attentes. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu pour se réconforter. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'on avait prévu de lancer le service en bonne et due forme. Il y avait un plan de communication, etc. Et on s'était dit, pour que le service soit prêt day one, le jour où on veut le lancer, ce qu'on a besoin de faire, c'est un update du firmware, donc le code qui tourne à l'intérieur des hardware wallets. Comme ça, il sera prêt pour les utilisateurs. Le problème, c'est que, c'est pas vraiment un problème, mais à chaque fois qu'on fait un update de firmware, on met un changelog qui explique voilà ce qu'il y a dans cette nouvelle version. Et donc dans le changelog, il y avait une petite phrase un petit peu assez courte probablement, qui expliquait que dans le firmware, il y avait la capacité d'utiliser Recover et succinctement ce que c'était Recover. Et du coup, certains utilisateurs ont vu ce changelog, ce qui est plutôt bien, ils lisent les changelogs. Et avec cette nouvelle fonctionnalité, ils ont commencé à extrapoler qu'est-ce qu'était cette fonctionnalité. Et donc là, il y a eu tout un tas de spéculations autour de ce service. Et au lieu d'être dans une communication proactive où on lançait le produit, etc., on est rentré dans une communication complètement réactive à toutes les critiques de gens qui spéculaient sur qu'est-ce qu'était cette feature. Donc c'est vraiment pour cette raison-là qu'il y a eu il y a eu beaucoup de bruit autour de cette feature. Et les critiques qui ont pu être émises, c'était donc la première, c'était des gens qui ne veulent pas de cette feature parce qu'ils sont très à l'aise pour gérer leurs 24 mots, ils n'ont pas besoin d'un tiers, etc. Bon, ça, à la limite, c'est pas... Ça, c'est un truc que je comprends très bien. Ouais, et moi, personnellement, je suis à l'aise pour gérer mes 24 mots. La cryptographie et la sécurité, c'est mon domaine depuis longtemps. Et je n'ai pas besoin d'un tiers qui va m'identifier pour gérer mes 24 mots. Donc, moi, je comprends cette critique. Et à la limite, je me dis, tu n'utilises pas le service et il n'y a pas de problème. Tu vois. Et du coup, moi, je pensais que ce truc-là, ça allait un peu résoudre ce problème-là, mais il y avait quand même des gens qui étaient là, vous trompez un peu l'éthos du truc. Enfin, au bout d'un moment, on veut tous la masse adoption, parce qu'on pense qu'il y a un vrai apport avec Bitcoin, avec les digital assets en général. Et du coup, si on n'améliore pas l'UX, l'adoption, on n'aura que des geeks qui gèrent leurs 24 mots parce qu'ils connaissent la cryptographie. C'est pas ça qu'on veut. Donc, donner des solutions qui améliorent l'UX, je pense qu'il faut pousser vers ça, même si elles ne nous plaisent pas personnellement. Il faut réfléchir au global. Ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, c'était la question de bon, après, il y avait des spéculations sur qu'est-ce que faisait le service, où il y avait des mauvaises idées, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'était juste des mauvaises conceptions de quel était le service. Le deuxième point, qui était un petit peu bizarre, c'était comment c'est possible, techniquement, d'implémenter une telle feature. Et moi, j'étais un petit peu surpris par ça, parce qu'on a toujours expliqué comment fonctionnaient nos devices, que dans le device, il y a un operating system qui s'appelle Bolos, qu'on a développé nous-mêmes, qui va être en charge de gérer tes clés, d'implémenter la cryptographie, etc. Et cet operating system, on peut l'updater, heureusement, pour pouvoir ajouter de nouvelles features, pour pouvoir faire des fixes de sécurité. Donc, on peut l'updater. Et du coup, il y avait des gens qui étaient surpris que cet OS, on puisse l'updater et qu'on puisse faire un update qui a accès à la clé. Et donc, bon, là, j'imagine qu'on s'est un petit peu raté à chaque fois qu'on a expliqué comment marchaient nos devices. On aurait pu faire un petit peu mieux. Et du coup, il y avait des gens qui étaient surpris que ce soit techniquement possible d'implémenter cette feature. Bon,
Tous les wallets du monde, ils ont accès aux clés, ils en ont besoin. Et tous les wallets du monde, ils peuvent implémenter ce genre de feature. Il y a pas finalement, il y a eu une sorte de mythe qui s'est effondré auprès de certains, qui était que la clé était vraiment totalement isolée et qu'il n'y avait jamais d'accès à cette dernière, quoi. Exactement. Bah, du coup, je ne sais pas quel était dans leur modèle mental, comment ils imaginaient que ça fonctionnait, mais un wallet, ça fonctionne comme ça. Tu as du code qui a accès aux clés et c'est nécessaire. Et s'il n'a pas accès aux clés, il ne peut pas signer de transaction, il peut pas. Et nous, la promesse qu'on donne à l'utilisateur, c'est qu'à chaque fois que l'OS a accès aux clés, il demande à l'utilisateur, est-ce que tu veux bien faire ça avec ta clé, oui ou non? Est-ce que tu veux bien signer cette transaction? Est-ce que tu veux bien updater ton firmware? Est-ce que tu veux bien télécharger la nouvelle app Bitcoin? Est-ce que tu veux bien utiliser Recover? En fait, à chaque fois que l'OS touche ta clé, il te demande ton avis. Et nous, c'est vraiment ça la promesse qu'on fait. C'est ça qu'on offre à nos utilisateurs. Donc ça, c'était la deuxième critique, et moi, qui m'a un petit peu surpris, quoi. Bon, du coup, ce qu'on a gagné à travers cet épisode, c'est une meilleure connaissance de ce que c'est un wallet et de notre modèle de sécurité. Donc, à la fin, c'est positif. Oui, c'est pas plus mal. Après, pendant ce temps, au moment où ça arrivait, c'était un petit peu bizarre et violent, mais bon, voilà. Et le troisième élément, qui est un élément de débat qui peut être intéressant, c'était de dire, donc notre service qu'il fait, c'est qu'il prend tes 24 mots, il les chiffre, il les découpe en 3 morceaux, il envoie ces morceaux à 3 tiers différents, qui sont dans des juridictions différentes. Tu vas voir ça son importance. Et en fait, c'est un 2 parmi 3, de sorte que seulement 2 morceaux sont capables de reconstruire la clé entière. Un morceau, ça a 0 valeur, et 2 morceaux, ça suffit. Donc le troisième sert un peu de backup au cas où un des deux perdrait de la data ou quelque chose comme ça. Et donc les morceaux sont recombinés à l'intérieur du device, qui recrée les 24 mots à partir de ça. Et en fait, une des critiques c'était qu'est-ce qui se passe si un gouvernement demande à accéder à la shard de telle personne Et du coup, comment répondre à cette question-là? Bon, effectivement, si un gouvernement va nous demander des choses et qu'il y a des réquisitions, etc., nous, on va être obligé de s'exécuter. La loi s'applique à nous. Après, effectivement, s'il n'y a pas Il faudrait 2 gouvernements déjà. Donc on avait un peu pensé à cette question-là. La preuve, c'est on a fait en sorte d'avoir 3 juridictions différentes, histoire qu'il n'y ait pas un gouvernement déjà. Ensuite, on a mis des contre-mesures techniques un peu plus complexes, mais à la fin, le matériel cryptographique fait que, effectivement, si des gouvernements demandent ça, au bout d'un moment, il faudrait s'exécuter et implémenter quelque chose qui fait ça. Bon, à ça, en fait, moi j'ai envie de dire, il y a deux éléments de réponse. Le premier truc, c'est si dans ton threat model, dans ton modèle de pensée, tu as envie de te prémunir contre un gouvernement qui veut accéder à tes fonds, tu n'utilises pas ce service. Si tu veux être complètement permissionless et restant à la censure de tous les gouvernements, effectivement, probablement ce service n'est pas pour toi. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que si tu connais un petit peu le système BIP39, donc tu as tes 24 mots, mais tu as aussi la possibilité de mettre un 25e mot, et ce 25e mot, il n'est jamais backup ni par notre service, ni par Recover, ni par rien. Donc si tu utilises un 25e mot, donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu utilises Recover, tu vas sauvegarder tes 24 mots de manière décentralisée, et au moment où tu recover, si tu as besoin de recover un jour, tu as seulement les 24 mots qui reviennent dans ton device, et tu auras besoin de introduire ton 25e mot pour pouvoir accéder à ton wallet. Donc c'est un peu les deux choses qu'on peut répondre, en tout cas à cette troisième critique, qui est un risque valide qu'il faut avoir en tête. Après, il faut quand même bien penser que les gouvernements ils vont pas réquisitionner les fonds des gens sans raison, quoi. C'est souvent des questions de terrorisme, etc. Donc, si vous êtes terroriste, je vous déconseille d'utiliser... Il y a une certaine défiance en fait d'une partie de la communauté aussi envers tout ce qui est étatique. Donc en fait, exactement. Ça répond à ça aussi. C'est de là que ça vient. Bon, du coup, pour ces gens-là, probablement, Recover n'est pas un service pour eux, quoi. Après, Recover, c'est vraiment un service pour la masse adoption, pour les gens qui rentrent dans la crypto, pour lesquels toute la friction autour des 24 mots, c'est un truc qui les freine en fait à rentrer dans l'écosystème. Moi, je pense à un autre truc aussi, typiquement tout le système d'adresse avec les 0x, enfin les hexadécimaux qu'on a en adresse. Ça, c'est une espèce de friction énorme. Enfin, moi, ma mère, quand elle voit ça... Travailler sur ça, justement, sur la résolution de ce problème-là. Ouais. Quand ma mère, elle voit ça, elle a l'impression qu'il y a une erreur. Mon device, il a un problème. Bah oui, c'est normal, parce que les gens, ils ne voient pas des hexadécimales. Les adresses IP sur Internet, on ne les voit plus. Il y a DNS maintenant, et tu vas sur google.com. On a les ENS, justement, qui pourraient être une voie de... Et d'ailleurs, ENS, c'est un truc qu'on a annoncé en début d'année. Là, on a un support d'ENS complet sur nos wallets,
qui fait que sur ton device, au moment où tu signes une transaction, tu peux voir l'ENS de l'adresse et non pas l'adresse. Et ça, c'est complètement sécurisé, etc. Et donc l'ENS, c'est une première implémentation et on va aller plus loin vers ça. Et l'idée à terme, c'est qu'il n'y ait plus d'adresse hexadécimale du tout, parce que c'est pas du tout user-friendly. En plus, ça risque de créer des erreurs. Voilà, on peut se tromper. Et si tu envoies au lieu d'envoyer une adresse hexadécimale, tu changes un chiffre, ça va nulle part. Les fonds, ils sont perdus pour tout le monde à jamais. Donc, on ne veut pas de ça. Voilà. Ouais. Intéressant. Écoute, le temps passe, mais moi, il y a un point qui me semble très important, c'est l'utilisation pour le stockage ou pour l'échange de crypto-monnaies du smartphone. Voilà, je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est quelque chose quand même qui est essentiel. Nous, par exemple, sur le média, on voit qu'il y a énormément de nos lecteurs qui sont sur smartphone. On a ces statistiques. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que vous essayez de proposer des solutions qui soient nativement sur smartphone et qui permettent en fait tout simplement de sécuriser ces échanges et ces stockages sur smartphone? J'imagine que c'est compliqué aussi parce qu'on a un accès à Internet. Donc comment est-ce que vous... Alors voilà, effectivement, là, ça c'est une vraie question. Aujourd'hui, les smartphones, ils sont pas designés pour la sécurité. Si tu mets ton argent dans ton smartphone, c'est pas très difficile techniquement de l'extraire. Et d'ailleurs, on voit, il y a des hacks. Aujourd'hui, il n'y en a pas énormément parce que l'écosystème est encore petit et que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire du phishing que de hacker des smartphones. Mais dès que le coût d'opportunité est suffisamment grand, dès qu'il y a beaucoup plus d'argent à récupérer que ce que ça coûte de mettre en place l'attaque, les attaquants, ils le font et ils extraient les wallets. Et on commence à le voir et on va le voir de plus en plus. Donc moi je pense que les smartphones restent un truc super intéressant, typiquement si tu veux faire du Lightning. Donc si tu imagines juste tu veux avoir 100 balles dans ta poche, 100 balles dans ton téléphone en Lightning, là le smartphone reste le meilleur device. Quand il s'agit par contre de stocker des choses qui ont beaucoup plus de valeur pour toi, là par contre le smartphone c'est pas du tout une bonne stratégie justement pour les questions de sécurité. Comment on résout ça? Parce qu'effectivement, ça reste un super outil. L'UX, encore une fois, versus la sécurité. Donc la sécurité, ça ne marche pas pour le smartphone, mais l'UX, elle est super bien. Donc comment on résout ce truc-là complet? Donc là, nous, on fait de la R&D autour de ça, à réfléchir à un device de demain. Comment tu peux changer l'architecture hardware d'un smartphone pour faire en sorte qu'elle ait les bonnes propriétés de sécurité pour implémenter un hardware wallet avec le niveau de sécurité déjà. Tu vois, ça, c'est des trucs auxquels on réfléchit pour le futur. Ce n'est pas un truc que tu fais en 6 mois, donc là, je ne fais pas d'annonce. Juste, je dis, on fait de la R&D autour de ça pour faire en sorte que le téléphone de demain, il ait au niveau hardware les bonnes capacités de sécurité pour pouvoir implémenter le niveau de sécurité de Ledger. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a d'autres choses que tu peux imaginer qu'on voit venir un petit peu, notamment sur Ethereum. C'est toute la partie Smart Wallet, Account Abstraction, ce genre de choses, où tu peux te dire, on peut créer un smart contract pour lequel il va y avoir des règles de gouvernance différentes. Dans ce smart contract, tu vas dire, tu ne peux pas dépenser plus que $100 par jour. Tu peux mettre un firewall Web3 qui va limiter toutes les transactions qui peuvent sortir. Tu peux dire, toutes les règles de gouvernance, je les gère depuis mon Ledger. Et si je veux sortir plus que $100 par jour et que ce NFT il est vachement important pour moi, je vais avoir besoin de signer avec mon Ledger. Et par contre, si je veux juste signer une petite transaction avec $100 par jour, disons, tu peux signer avec ton téléphone. Tu vois, ça, c'est le genre de truc un petit peu hybride qu'on peut commencer à mettre en place avec les smart wallets, avec Account Abstraction. Là, il y a pas mal de R&D qui a lieu justement, surtout dans l'environnement EVM autour de ça. Et là, on voit bien le modèle hybride qui marche bien avec ton device Ledger qui donne des propriétés de sécurité fortes pour toutes les assets qui ont beaucoup d'importance pour toi, et ton device téléphone avec un passkeys, un truc WebAuthn, tu vois, pour pouvoir juste signer des TX qui ont beaucoup moins de valeur. Tu vois, tu peux imaginer un truc hybride comme ça où tu as un peu le meilleur des deux mondes. C'est super intéressant et on aurait sans doute eu plein de points encore à aborder. Je pense que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous travaillez et des améliorations qui arriveront à l'avenir. Malheureusement, le temps tourne, donc j'ai une dernière question à te poser et elle porte sur Bitcoin. On est à Surfit Bitcoin. Yes. Tu as des connaissances techniques assez approfondies. Qu'est-ce que tu penses de Bitcoin et quel avenir vois-tu pour lui? Alors, souvent, on met un petit peu en opposition Bitcoin et d'autres cryptos, notamment Ethereum. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'opposition à mettre en avant. Bitcoin a une proposition de valeur qui est très simple et il répond à cette proposition de valeur très bien. Et ça, c'est le stockage de valeur, le rapport être complètement permissionless, avec des propriétés fortes. Le proof of work, c'est vachement plus fort que
qui est le proof of stake. Et du coup, en fait, la proposition de valeur de Bitcoin, elle n'est pas du tout concurrencée par Ethereum. Et moi, je vois tu vois les deux coexister finalement. Exactement. Moi, je vois assez peu de chances que Bitcoin soit challengé sur sa proposition de valeur. Il fait un truc, il le fait bien, et maintenant, il y a déjà une masse monétaire vraiment très grande, donc il n'y a pas de projet. Je ne pense pas que le IP 1559, par exemple, sur Ethereum, qui permet une sorte de burn des frais de transaction, en fait, amène une certaine rareté sur Ethereum. Enfin, il faut bien penser. C'est pas mon avis. Hein, non, il faut bien penser que les Ethers de la blockchain Ethereum, c'est du gaz qui permet de faire des transactions. Les bitcoins de la blockchain Bitcoin, c'est de la valeur, c'est tout. Et c'est très différent en fait. Ethereum, c'est une machine décentralisée de calcul. C'est pas du tout pareil que Bitcoin. Il faut vraiment penser à ça, quoi. Et typiquement, il y a beaucoup d'innovations sur Ethereum, les choses avancent très vite, etc. Elles avancent peu sur Bitcoin. Parfois, moi, je le regrette un peu, mais bon, ça fait partie aussi de la philosophie et de la promesse de valeur. Hein. Et typiquement, je vois plus de chances que Ethereum soit détrôné parce que demain, on a un saut technologique qui permet de faire un ordinateur décentralisé qui sera plus efficace. Tu vois. Alors que Bitcoin, il n'évolue pas, mais justement, ça fait partie de la proposition de valeur. Le dernier truc où j'ai un petit peu des questions et des doutes, c'est la sécurisation du réseau. Avec les halvings qu'on a successivement, au bout d'un moment, tu as une vraie question d'incentive économique des mineurs pour sécuriser le réseau. Donc là, on a le prochain halving qui arrive bientôt. On va seulement tomber à 6 bitcoins par bloc. Du coup, comment on continue à sécuriser le réseau? Donc, la philosophie de Satoshi, c'est de dire bon, toute l'émission monétaire, elle diminue de manière exponentielle. Et en fait, les mineurs, on va les rémunérer seulement avec les fils du réseau. Ça fonctionne seulement si tu as beaucoup d'adoption. Et si tu as beaucoup d'adoption, ça veut dire que tu as beaucoup de gens qui se battent pour que leurs transactions soient dans les blocs. Et du coup, ça veut dire que tu as des transactions qui sont très chères. Donc ça emmène à deux possibilités. Soit tu fais que des transactions qui valent plusieurs millions et c'est pas grave de payer 1000 balles pour ta transaction. Donc c'est pas terrible pour la masse d'adoption. Ou soit tu as des L2 qui se développent. Et là, du coup, on factorise tout le coût d'une transaction dans une grosse transaction, et du coup, ta transaction sur ton Lightning ou sur ton L2, elle coûte très peu cher parce qu'on la mutualise avec toutes les transactions sur le L1. Donc ça, c'est un peu les deux possibilités. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'adoption, pas non plus sur les Lightning. Donc un petit peu, moi, c'est vraiment ça ma question, c'est sur le long terme, comment on continue à avoir un même niveau de sécurité. Après, est-ce qu'on a besoin d'une aussi grande sécurité? On peut se demander. C'est une question, on peut aussi imaginer que selon l'adoption, on ait des acteurs qui soient intéressés à sécuriser Bitcoin à perte. En fait, hein. Imaginons qu'on ait des adoptions étatiques de Bitcoin, pourquoi pas voir le Salvador sécuriser Bitcoin pour sécuriser son système monétaire, ça pourrait être c'est une possibilité donc, aussi, effectivement. Beaucoup de questions en fait et peu de réponses pour le moment. Mais du coup, tu rentres un peu dans moins de... Enfin, si c'est le cas, ça veut dire que tu as un acteur assez central qui... c'est d'autres problématiques. Ouais, tu rentres dans des problématiques différentes. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit un énorme problème. Pour moi, c'est plus une question. Comment ça va évoluer parce que là, tu as un petit peu tous les paramètres d'incentive économique qui vont changer avec le halving. Et du coup, sur le long terme, vers où ça nous amène. Donc ça, c'est difficile à savoir et je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Après, je ne suis pas inquiet. Voilà. C'était passionnant, Charles. Il faudra refaire une interview parce qu'il y a plein de sujets à aborder qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli.